L'axe de la résistance n'est pas terminé, géopolitiquement parlant. En aucun cas. Oui, vous avez tout à fait raison. Ce qui s'est passé au Yémen a été une grande victoire pour l'axe de la résistance. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de India and Global Left. Si vous découvrez notre émission, n'hésitez pas à vous abonner. Pensez également à devenir membre YouTube, à nous soutenir sur Patreon ou à faire un petit don via le lien dans la description. Quoi qu'il en soit, regardez cette émission, aimez-la et partagez-la. Sans plus attendre, permettez-moi d'accueillir notre invité d'aujourd'hui, le professeur Mohammad Marandi. Le professeur Marandi est iranien. Il est expert du Moyen-Orient et de la géopolitique en général, et il enseigne à l'université de Téhéran. Professeur Marandi, bienvenue à nouveau sur India and Global Left. Merci beaucoup de m'avoir invité. C'est toujours un plaisir et un honneur. Cela fait un moment que vous n'étiez pas venu, et tant de choses se sont passées. Je voulais commencer par signaler 3 points sur la table, afin que vous puissiez dissiper un peu le brouillard. Mike Waltz aurait été démis de ses fonctions de conseiller à la sécurité nationale et relégué à un poste moins important d'ambassadeur des États-Unis auprès des Nations Unies. Apparemment, parce qu'il aurait mené des discussions clandestines avec Netanyahou au sujet d'une attaque contre l'Iran. Voilà pour le premier point. Le deuxième, c'est que les États-Unis ont soudainement accepté un cessez-le-feu le 6 mai avec les Houthis au Yémen, après avoir fait beaucoup de bruit et fait preuve de bravade. Enfin, et c'est mon impression vue de loin, il y a certains espoirs concernant ces cycles de discussions entre les États-Unis et l'Iran. Comment ces 3 éléments s'articulent-ils? Et si je les interprète correctement, y a-t-il un élément d'espoir en ce qui concerne la politique au Moyen-Orient, ou en Asie de l'Ouest, disons? C'est très difficile à dire. Trump est Trump, et je ne pense même pas que les personnes qui travaillent autour de lui sachent ce qu'il va dire demain. Et je pense que probablement Trump lui-même n'a pas vraiment de vision pour l'avenir, ni de stratégie, que ce soit en politique intérieure ou en politique étrangère. Nous voyons comment les États-Unis, sous Trump, en ce qui concerne l'Ukraine, ont changé de position. Même la rhétorique a changé, et la politique américaine a évolué. Trump, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, aurait pu mettre fin à la guerre. Il avait l'élan politique. Il a choisi de ne pas le faire. Maintenant, il ressemble de plus en plus à Biden, du moins pour le moment. En ce qui concerne Gaza, il a plaidé pour un cessez-le-feu. Witkoff a négocié un cessez-le-feu. On nous a dit que Netanyahou s'était fait remonter les bretelles. Et puis, littéralement, quelques jours plus tard, Trump lui-même a déchiré l'accord et a déclaré que les Palestiniens devaient quitter Gaza, qu'ils devaient être victimes d'un nettoyage ethnique. Et ensuite, bien sûr, il a donné le feu vert à la reprise du génocide et du siège par la famine. Il est donc très difficile d'imaginer une voie à suivre, car Trump change constamment de position. On se réveille soudainement avec quelque chose sur Truth Social, et tous les calculs faits auparavant sont bouleversés. Vous parlez d'un sujet dans l'une de vos émissions, et littéralement, à la fin de l'émission, vous constatez que la situation a changé. C'est comme ça maintenant. Et vous avez dit au début de l'émission que cela faisait un moment que je n'étais pas venu,
et que les choses avaient changé. Si j'étais venu il y a seulement quelques jours, les choses auraient quand même été très différentes pendant ces 48 heures. La guerre commerciale elle-même est, je pense, un autre signe ou un autre exemple du fait que Trump est imprévisible et n'a pas vraiment de stratégie. Il a parfois une sorte de vision, par exemple en ce qui concerne la guerre commerciale, mais la manière dont elle est menée montre qu'il n'y a pas de véritable stratégie. Et puis, quand il s'agit de l'Iran, regardons deux cas. L'un d'eux est Witkoff. Il a retweeté ce qu'a dit le secrétaire d'État américain, sa menace contre l'Iran qu'il a lancée sur Twitter il y a quelques semaines, où il a essentiellement déclaré « Nous allons frapper l'Iran ou punir l'Iran ». C'était plus qu'une menace. En retweetant cela, je pense que, comme Trump, il expose des qualités qui ne sont utiles à aucune négociation sérieuse. Et puis, il y a son interview qu'il vient de donner à Breitbart, je crois. Je n'ai pas vu l'interview, j'en ai vu une traduction en persan. Mais dans cette interview, il s'est essentiellement éloigné de la question d'empêcher une quelconque action militaire vers une arme nucléaire, pour exiger le démantèlement complet de toutes les centrifugeuses iraniennes et la fin totale de l'enrichissement. C'est quelque chose d'inacceptable pour l'Iran. Il semble donc que les États-Unis déplacent maintenant les objectifs, du moins d'après ce que nous voyons dans les médias. Maintenant, ce qui se passera samedi, je ne sais pas. Mais il est possible qu'immédiatement après la fin de la tournée de Trump dans la région, il publie quelque chose sur Truth Social et déclare que les négociations sont inutiles, que les Iraniens représentent une menace, et ainsi de suite. Mais nous ne savons pas où cela va mener. De plus, ce qui a peu été dit dans les médias, c'est que pendant cette période de négociation, les États-Unis n'ont cessé d'augmenter les sanctions. Il n'y a donc aucune bonne volonté. Rien n'indique que les États-Unis ne déplacent pas les objectifs. Il y a toujours cette menace de guerre que nous ne prenons pas au sérieux. Il est possible que les États-Unis frappent l'Iran, mais l'Iran riposterait violemment. Mais une guerre signifierait que les États-Unis devraient déployer 1,5 million de soldats dans la région. Ils n'en ont même pas la capacité. Nous ne sommes plus dans les années 1990. Le monde a changé et les États-Unis n'ont plus ces capacités. C'est à cause de leur guerre sans fin et de leur mauvaise gestion. Ce n'est tout simplement plus envisageable. Cette option n'est plus sur la table, qu'ils le disent ou non. Mais dans tous les cas, la menace de guerre, l'augmentation constante des sanctions et le déplacement des objectifs, ce ne sont pas de bons signes. Oui, je pensais que l'acceptation de la défaite au Yémen, et appelons cela une défaite, associée à une certaine ouverture vers la négociation, bien sûr, comme vous l'avez dit, ce qu'a déclaré Khamenei, à savoir qu'il ne devrait y avoir aucun enrichissement du tout et que toutes les installations nucléaires, non seulement l'absence de centrifugeuses, mais même tous les matériaux nucléaires, devraient être désenrichis, disons-le ainsi, n'est évidemment pas acceptable. Et cela ne fait pas partie du cadre que nous supposions être celui dans lequel les discussions se déroulent. Mais j'ai au moins pensé qu'ils avaient compris que l'option militaire était écartée. Car si vous n'avez pas pu le faire au Yémen, cela revient indirectement à accepter que cette option est exclue au Yémen. Iran. Nous garderons certaines de ces idées en tête. Mais si je peux vous interroger, comme vous l'avez dit, sur la visite très médiatisée du président Trump au Moyen-Orient à la mi-mai. Personnellement, je pense que ça concerne surtout des milliards de dollars de contrats. Les Qataris achetant des avions Boeing, des centaines de milliards de dollars d'investissements venant d'Arabie Saoudite, et tous les accords sur l'IA, etc. Des Émirats arabes unis. Car apparemment, non, clairement,
les droits de douane et l'embargo commercial avec la Chine se sont retournés contre l'économie américaine. Et il doit montrer quelque chose, que l'économie va bien. Donc il a besoin de cela. Donc personnellement, je pense qu'il y aura beaucoup de publicité autour de ces accords commerciaux qui ont déjà été conclus à huis clos, mais il y aura un grand tapage médiatique. Mais cela mis à part, je pense qu'il y a un aspect iranien dans tout cela, puisque les discussions sont en cours. Ma question pour vous est la suivante. Quelle est l'attitude des Saoudiens? Parce que le vice-ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a précédé le 4e cycle de discussion en visitant à la fois l'Arabie saoudite et était-ce le Qatar? Oui, c'est ça. Pensez-vous que les Saoudiens, en particulier, pourraient avoir une certaine influence pour pousser les Américains vers une normalisation avec l'Iran? Sans aucun doute, l'ambiance dans le Golfe Persique a changé. Il n'y a aucun doute là-dessus. Les Saoudiens et les Émiratis, par le passé, selon Wikileaks, nous savons qu'ils encourageaient en réalité les États-Unis. Ils appelaient les États-Unis à attaquer l'Iran, à couper la tête du serpent, ce genre de choses. Mais aujourd'hui, comme nous l'avons vu par exemple, avec le voyage du ministre de la Défense saoudien à Téhéran, et le fait qu'il ait transmis un message du roi, le roi Salman, je pense que cela montre que les pays du Golfe Persique, ces petits régimes totalement dépendants du pétrole, mais aussi l'Arabie saoudite, qui dépend elle aussi presque entièrement du pétrole, et bien sûr les Qataris du gaz. Ces régimes savent que si les États-Unis attaquent l'Iran, ce serait catastrophique pour eux. Et cela pourrait se terminer, selon le type d'attaque, par la destruction de tous ces régimes. Je pense qu'ils en sont désormais conscients. Les capacités de drones et de missiles de l'Iran les anéantiraient tous s'ils étaient visés. Il faut se rappeler que les Américains ont des bases dans toutes ces entités, dans tous ces pays, le Qatar, Bahreïn, les Émirats, l'Arabie saoudite et le Koweït. Aucun d'eux ne peut donc prétendre être neutre si les États-Unis attaquent l'Iran. Cela a changé, et il pousserait probablement les États-Unis à éviter tout conflit militaire. Mais il serait tout de même très difficile pour les États-Unis d'attaquer l'Iran. Je veux dire, s'ils utilisent des bases dans la région du Golfe Persique, cela mettrait fin à ces régimes. Mais supposons que les États-Unis survolent l'Irak. Eh bien, les Israéliens ont essayé cela, et les défenses aériennes iraniennes étaient si efficaces que les Israéliens ne se sont jamais approchés de l'espace aérien iranien. Ils sont restés à bonne distance, à environ 100 km, lorsqu'ils ont tiré des missiles. Et les missiles n'auront pas cet effet, les missiles tirés depuis des avions de chasse, car la charge utile est faible. Et si les Américains survolent l'Irak, cela provoquerait une réaction à l'intérieur même de l'Irak. Donc ce n'est pas vraiment une option réaliste. La seule chose qui resterait serait Diego Garcia. Et de là au centre de l'Iran, un aller simple ferait 5000 km. Et les B-2 et B-52 seraient très vulnérables. Donc les Américains n'ont pas vraiment de bonnes options. Mais je suis d'accord avec vous sur le fait que l'état d'esprit des pays de la région a changé. Et je pense que le voyage du ministre iranien des Affaires étrangères en Arabie saoudite et au Qatar en est une confirmation. Le voyage de Trump dans la région, à mon avis, concerne surtout l'argent, mais je ne le prends pas vraiment au sérieux. L'Arabie saoudite, le Qatar et les Émirats placent tout leur argent en Occident. Leur argent est dans des banques occidentales. Ils se font constamment soutirer de l'argent par l'Occident. Le Qatar se fait toujours soutirer de l'argent. Et le régime qatari, vous savez, il donne tous ses contrats aux entreprises qui font des travaux de construction.
Nous l'avons vu par exemple lors de la Coupe du Monde, qui selon certaines estimations a coûté une somme énorme. Je ne veux pas dire exactement combien, je pourrais me tromper. Mais maintenant, tous ces hôtels sont vides. Tous ces stades sont vides. L'aéroport est vide, le métro est vide. Ils confient simplement tout cela à des entrepreneurs occidentaux et à des entreprises liées à des politiciens occidentaux et à des sénateurs américains, etc. Juste pour pouvoir conserver leur trône. C'est essentiellement cela. Donc je ne pense pas que Trump va tirer grand-chose de ces voyages, car tout leur argent supplémentaire est dans des banques occidentales. Et une grande partie de leur argent est gaspillé dans Neom et ces projets mégalomaniaques insensés qui, je le crains, finiront par ressembler à un trou noir. Donc, avec cette analyse très prudente, du moins ne l'appelons pas une conclusion, mais une analyse prudente, selon laquelle les monarchies du Golfe, les pays de ces régions, dissuaderaient probablement les États-Unis d'attaquer l'Iran, étant donné qu'ils craindraient un impact déstabilisateur énorme, au-delà même de l'impact économique. Je veux dire, des endroits comme Bahreïn seraient particulièrement vulnérables en raison, par exemple, de leur démographie interne. Mais alors, la question se pose, quel est l'avenir de la relation entre l'Iran et ces pays? Car ils veulent assurément contenir l'Iran. Ils ne veulent pas voir l'Iran comme une puissance dans la région. Ils ne veulent pas voir l'Iran comme une alternative à leur propre pouvoir et influence dans la région, que ce soit sur le plan économique, militaire, géopolitique ou culturel. Expliquez-nous ce que signifient réellement ces normalisations entre l'Arabie saoudite et l'Iran. Eh bien, la démographie aux Émirats, au Qatar ou ailleurs, n'est pas meilleure qu'à Bahreïn. Les Émirats comptent une population détentrice de passeports d'un peu plus d'1 million de personnes. S'il y avait un conflit et que l'Iran frappait des actifs clés émiratis, les travailleurs sous contrat prendraient le contrôle du pays. Le régime tomberait très rapidement. C'est la même chose au Qatar. Aucun de ces pays n'est un véritable État. Ils ont beaucoup de pétrole. Dans certaines circonstances, ils ont pu construire ces villes, ces immenses centres commerciaux urbains, mais ils ne sont pas intrinsèquement puissants. Vous voyez, ils ne sont pas comme, je ne sais pas, l'Iran, le Pakistan, l'Inde ou l'Indonésie ou quelque chose de ce genre. Ce sont de petits pays et ils sont extrêmement vulnérables. Ils ont bien sûr commencé par une attitude agressive envers l'Iran dès le début de la révolution. Ils ont soutenu Saddam Hussein. Ils ont financé sa guerre. Ils sont responsables de la mort de toutes ces personnes tuées du côté iranien lors de la guerre Iran-Irak, les martyrs. Ces régimes ont du sang sur les mains. Ils ont utilisé le renseignement, ils ont utilisé les AWACS, ils ont fourni d'énormes sommes d'argent. Mais après la guerre, lorsque Saddam Hussein a envahi le Koweït, l'Iran a offert refuge aux Koweïtiens et l'Iran a également condamné l'agression de Saddam. Et il y a eu un rapprochement, et l'Iran a facilité ce rapprochement. Finalement, le prince héritier Abdallah, qui est ensuite devenu roi, s'est rendu à Téhéran pour la conférence des dirigeants islamiques. Ainsi, les Iraniens sont toujours disposés à entretenir de meilleures relations. Mais ce que les États-Unis ont fait, c'est conditionner de nombreuses entités dans la région à garder leur distance avec l'Iran. Cela a toujours été une politique de diviser pour mieux régner de la part de l'Occident. Et ils ont, dans une large mesure, réussi. Maintenant, je pense que ces pays reconnaissent que les États-Unis ne sont plus ce qu'ils étaient. Ils n'ont plus la force qu'ils avaient auparavant. Et, par conséquent, ils modifient leur politique. Peut-être que les Émiratis sont les plus réticents au changement. Mais les autres reconnaissent, de plus en plus, que les États-Unis n'exercent plus l'autorité qu'ils avaient autrefois, et ils cherchent à établir de meilleures relations avec l'Iran, ce qui est très bien. Pour les Iraniens, ils ont toujours souhaité des relations normales.
They always wanted normal ties, and that is why the foreign minister is. Et c'est pourquoi le ministre des Affaires étrangères s'est rendu en Arabie Saoudite et au Qatar. De plus, on constate que ces pays du Golfe Persique améliorent leurs relations avec les Russes et les Chinois. Et je pense que c'est parce qu'ils perçoivent un changement dans l'équilibre mondial des pouvoirs. Ce n'est pas que les États-Unis ne soient plus l'entité la plus influente de l'autre côté du Golfe Persique, ils le sont toujours. Ces dictatures familiales, leurs enfants, leurs petits-enfants, étudient tous en Occident, voyagent en Occident pour les vacances. Ils sont étroitement liés à l'Occident. Mais le monde change, et je pense qu'ils en sont conscients. Le simple fait qu'il y a 10 ou 15 ans, ils appelaient à des attaques contre l'Iran et à saper complètement ce pays, et qu'aujourd'hui ils tiennent un discours totalement différent, je pense que cela en est le reflet. Je voudrais vous interroger un peu sur l'approche de l'Iran vis-à-vis de l'Occident et du reste du monde, compte tenu des 3 points abordés dans les discussions entre les États-Unis et l'Iran. Si j'ai bien compris, il s'agit des sanctions, de l'autorisation donnée par l'Iran aux inspecteurs internationaux d'inspecter leurs sites nucléaires, et enfin, la question la plus controversée est probablement le niveau d'enrichissement, n'est-ce pas? J'aimerais vous poser quelques questions sur les sanctions et les réajustements de l'économie mondiale. Étant donné que l'Iran a été si lourdement sanctionné, il est évident qu'il souhaite sortir de cette situation et établir des contacts avec l'Occident. C'est très très clair. C'est nécessaire. Mais cela soulève également la question que beaucoup d'autres dans le Sud global se posent. Peut-être devons-nous envisager des alternatives aux États-Unis, car ils bouleversent unilatéralement l'ordre de l'OMC. Ils bouleversent unilatéralement l'ordre mondial en général. Ainsi, nous devenons plus vulnérables en étant dépendants de l'Occident. Peut-être devrions-nous renforcer la collaboration Sud-Sud. Dans cette optique, quelle est selon vous la stratégie iranienne? En supposant que les négociations se déroulent comme ils le souhaitent et qu'il y ait une certaine normalisation avec l'Occident, ils doivent également réfléchir à la consolidation de leurs relations avec la Chine, l'Inde et la Russie, qui se sont approfondies au fil des années. Il ne fait aucun doute que l'Iran avance dans cette direction. L'Iran privilégie ses liens avec le Sud global, avec des puissances comme la Chine, la Russie et l'Inde, entre autres. L'Iran souhaiterait réduire les tensions avec les pays occidentaux et, si possible, tirer parti des divisions qui sont apparues en Occident, peu importe la profondeur réelle de ces divisions, leur durabilité ou leur efficacité en ce qui concerne les relations avec l'Iran. Mais l'Iran souhaite de meilleures relations, et c'est pourquoi il négocie. Mais je n'ai aucun doute que l'Iran continuera, qu'il y ait un accord ou non, d'élargir ses liens avec ses amis et avec les pays de la région. J'ai parlé des pays du Golfe Persique. Les relations se sont améliorées, et l'environnement des affaires et du commerce s'est amélioré. Mais c'est aussi vrai pour les pays d'Asie centrale. Les relations de l'Iran s'étendent avec le Caucase. Ainsi, aujourd'hui, l'Iran est beaucoup moins dépendant de l'Occident, et c'est pourquoi le régime de sanctions n'a pas le même effet qu'auparavant. Il a toujours un impact, il reste important et continue de nuire aux Iraniens ordinaires, car l'Occident vise les Iraniens ordinaires. Par le passé, il était très difficile pour les gens de reconnaître comment l'Occident cible des personnes innocentes. Mais après Gaza, l'Holocauste que nous avons vu là-bas, le génocide, le ciblage quotidien des enfants et des femmes, et le soutien que l'Occident apporte, le soutien inconditionnel que l'Occident accorde au régime israélien, je pense qu'il est désormais clair pour tout le monde ce que signifie réellement la civilisation occidentale.
Mais de toute façon, les sanctions perdent de leur importance et l'Iran continuera d'avancer dans une direction visant à réduire sa vulnérabilité face aux institutions financières occidentales et au dollar. Et maintenant que la Russie a rejoint le club des pays sanctionnés et que la Chine est de plus en plus ciblée par les États-Unis, les relations entre l'Iran, la Russie et la Chine évoluent très rapidement. Et je pense que cela va accélérer, ou du moins augmenter le rythme auquel les pays mettent en place de nouveaux mécanismes commerciaux et économiques, contournant le dollar et les institutions financières occidentales. Ainsi, ironiquement, la guerre en Ukraine a renforcé l'Iran parce qu'elle a rapproché la Russie de l'Iran, et elle a affaibli l'Occident. La guerre tarifaire menée contre le monde a isolé les États-Unis, renforçant ainsi l'Iran. Et dans le cas de la Chine, qui est fortement ciblée par les États-Unis, cela a également eu un impact majeur sur la relation irano-chinoise. Et en ce moment, c'est l'anniversaire de la disparition du président Raïssi. Sous sa présidence, l'Iran a rejoint, comme vous le savez, l'Organisation de coopération de Shanghai, puis il a rejoint les BRICS. Donc les circonstances évoluent très rapidement. Et je pense que les États-Unis sont surmenés. Ils sont fatigués. Les gens en ont assez de ces guerres sans fin. Donc je pense que la capacité des États-Unis à nuire à l'Iran diminue, même s'il y a une frappe contre l'Iran. Ce sera une frappe limitée. Comme je l'ai dit plus tôt, ils ne peuvent pas mener une guerre contre ce pays. Mais s'il y a une frappe contre l'Iran, la capacité de l'Iran à nuire aux États-Unis et à cibler non seulement leur armée dans la région, mais aussi leurs intérêts dans la région, qui vont au-delà du militaire, est bien plus grande. Les États-Unis sont bien plus vulnérables face à l'Iran que l'Iran ne l'est face aux États-Unis, car l'Iran possède plus de 300 bases souterraines à travers le pays. Il dispose de drones et de missiles guidés de haute précision. Je pense qu'il est évident que dans la région, l'Iran est numéro 1, et probablement au niveau mondial, il fait partie des 3 ou 4 meilleurs en matière de missiles et de drones. Je pense que les Russes le confirmeront. Cela rend donc les États-Unis vulnérables. Et c'est le terrain iranien. C'est la terre de l'Iran. C'est le voisinage de l'Iran. Il serait donc bien plus coûteux pour les Américains de s'engager dans un conflit. Et nous avons tous ces palais de verre dans la région du Golfe Persique, ce qui rend très difficile pour les États-Unis de s'engager dans un conflit majeur avec l'Iran. À notre époque de guerre, la technologie militaire a été tellement mise en avant qu'elle est devenue un produit d'exportation. Je veux dire, une partie de la raison pour laquelle Israël bombarde constamment Gaza, c'est parce qu'il veut montrer aux acheteurs du monde entier l'efficacité de ces drones, mais sur un tout autre plan. Alors que ce marché a longtemps été dominé par les Français, les Russes, les Américains et de plus en plus les Chinois. On entend parler de l'efficacité des drones iraniens dans la récente guerre en Ukraine. Les missiles aussi, oui, c'est vrai. Je voudrais maintenant passer au Yémen et aborder 2 ensembles de sujets, et peut-être que nous terminerons avec Israël. Mais avant Israël, je pense qu'il y a une autre dimension à la question du Yémen. Le fait que les États-Unis aient accepté le cessez-le-feu le 6 mai avec Ansar Allah indique qu'ils acceptent soit qu'ils sont incapables, soit qu'ils ne souhaitent pas changer le statu quo dans la région. C'est un aspect dont on parle rarement. Depuis que les bombardements indiscriminés sur le Yémen ont commencé sous la présidence de Trump, de nombreux articles de politique étrangère et experts en Occident ont immédiatement évoqué une offensive terrestre menée par le Jerry, le gouvernement reconnu internationalement, soi-disant, afin que les Houthis soient renversés.
so that the Houthis would be toppled. So it's not just about containing the Donc, Houthis il ne from, s'agit pas seulement de contenir les Houthis pour qu'ils cessent de bombarder en mer Rouge et à Bab el-Mandeb, mais il s'agit aussi d'un changement de régime. Et il est certain que les Saoudiens et les Émiratis, qui jouent un rôle clé dans cette guerre civile, ont dû dire non. C'est pourquoi les Omanais ont pu négocier cette guerre. N'est-ce pas une acceptation directe du fait qu'Ansar Allah va rester là? Et cela signifie aussi qu'il faut reconnaître que tous ces discours sur l'affaiblissement de l'axe de la résistance avec la chute de Damas et, dans une certaine mesure, l'affaiblissement du Hezbollah, même si cela peut être débattu, l'axe de la résistance n'est pas terminé, géopolitiquement parlant. The axis of resistance isn't over, geopolitically speaking. By no means, yes, you're absolutely correct. En aucun cas. Oui, vous avez tout à fait raison. Ce qui s'est passé au Yémen a été une grande victoire pour l'axe de la résistance. Et Ansarullah a forcé les États-Unis à, pour reprendre les mots de Trump à l'envers, capituler. Parce que ce que nous avons vu, c'est une capitulation du côté américain. Les Américains ont décidé. Ils ont dit, nous, vous savez, Ansarullah ne frappera plus nos navires et nous ne frapperons plus Ansarullah. Mais c'était déjà le cas avant que Trump ne commence ce conflit. Ansarullah n'a jamais ciblé les navires de qui que ce soit. Ils ont déclaré que la mer Rouge était fermée aux navires liés à Israël, parce que le régime israélien avait relancé le blocus de la famine. Et cela s'est produit avant même que les attaques génocidaires ne reprennent. D'abord, Israël et Netanyahou ont rétabli le siège. C'est alors qu'Ansar Allah leur a donné 4 ou 5 jours pour mettre fin au siège de la famine. Après cela, ils ont de nouveau fermé la mer Rouge. La raison pour laquelle la mer Rouge est actuellement fermée à la navigation, c'est parce que les États-Unis ont déclenché une guerre dans la mer Rouge. Ainsi, les compagnies d'assurance, les tarifs qu'elles exigent sont si élevés qu'aucun navire ne va s'y risquer. Donc Trump a essentiellement capitulé. Et bien sûr, c'est quelque chose que vous ne verrez pas dans les médias occidentaux, car cela va à l'encontre du récit d'un axe de la résistance affaibli. Et cela montre aussi, pour revenir à ce que nous discutions plus tôt, que si les États-Unis attaquent l'Iran, ce sera infiniment pire pour les États-Unis. Ils n'ont pas pu détruire les capacités souterraines de missiles et de drones du Yémen, de leur propre aveu. Je crois que c'est le Wall Street Journal qui l'a d'abord reconnu. Comment vont-ils faire face à l'Iran, qui est infiniment plus puissant et qui a tant d'actifs américains tout autour, avec tous ses palais et châteaux de verre à proximité, juste de l'autre côté du golfe Persique? C'est donc une défaite majeure. Et aussi, en ce qui concerne l'affaiblissement du Hezbollah, je ferai remarquer qu'en temps de guerre, tout le monde s'affaiblit. Mais il en va de même pour les Israéliens. L'économie israélienne est fortement affaiblie. L'armée israélienne est fortement affaiblie. Les divisions internes en Israël sont bien plus importantes. Et beaucoup de gens parlent d'une guerre civile en Israël entre les Juifs ashkénazes et les Juifs religieux sionistes, désormais fanatiques, qui sont en pleine ascension. Les deux sont génocidaires, les deux sont racistes, mais ils ont des visions du monde différentes quant à ce que signifie Israël pour eux. Mais surtout, ou tout aussi important, c'est le fait que le régime israélien est devenu méprisé à travers le monde. Et même en Occident, l'opinion publique commence à se retourner contre lui. Regardez Friedman, pour qui je n'ai aucun respect, mais son article dans le New York Times reflète cette réalité changeante en Occident, où les jeunes en particulier se détournent du sionisme, de l'ethno-suprémacisme, de l'apartheid, du nettoyage ethnique et du génocide en Palestine. Les circonstances ne sont pas favorables aux États-Unis. Elles ne sont pas favorables au régime israélien. Et j'ajouterai un dernier point, à savoir la Syrie. La Syrie, comme je vous l'ai dit plus tôt, après la chute de la Syrie, et je crois que ce que je disais à l'époque a été confirmé,
La chute de la Syrie, c'est-à-dire en mettant de côté la misère et les massacres commis par Daesh et Al-Qaïda contre les minorités, le massacre des Alaouites, des Druzes, des Kurdes, tout cela, la diabolisation des chrétiens et le meurtre des chrétiens, mis à part. Même les sunnites qui ne sont pas d'accord. Oui, les soufis sunnites, les sunnites modérés, les sunnites laïcs, tout le monde est visé par ces maniaques, par ces terroristes takfiris. Jolani était un adjoint de Daesh, et maintenant il est à Paris, où vous savez, son Daesh est finalement rentré chez lui. Mais ce qui s'est passé en Syrie, c'est que ceux qui, parce que les États-Unis et l'Occident, comme je l'ai dit plus tôt, utilisent des politiques de division pour régner, ont pu, à travers les médias et ces dictatures arabes, qu'elles soient riches en pétrole ou en gaz, créer une division dans la région pour antagoniser l'Iran et la résistance à propos de la Syrie, pour utiliser le sectarisme et le racisme pendant la sale guerre en Syrie, afin de créer cette fracture. Et bien sûr, les médias occidentaux ont adopté le même récit, mais ils l'ont poursuivi différemment pour antagoniser l'Iran. Mais maintenant, je pense que c'est clair, beaucoup de sunnites à travers la région, des amis à moi, et des personnes en dehors de la région, en Occident, des Occidentaux, comprennent désormais que l'Iran avait raison, que Saïd Hassan Nasrallah avait raison, que ce qui se passait, la sale guerre en Syrie, l'opération Timber Sycamore, où Al-Qaïda était du côté de l'Amérique, comme Jake Sullivan l'a admis dès le début, le 12 février 2012, les gens se réveillent face à cette réalité. Les gens voient que l'Iran avait raison. L'axe de la résistance a raison. Erdogan, le Qatar, le roi de Jordanie, Israël, l'OTAN, ils conspiraient tous pour détruire la Syrie dans l'intérêt de l'Occident. Erdogan, bien sûr, voulait sa part du gâteau. Le Qatar voulait sa part du gâteau. Mais au final, les États-Unis ne mènent pas de guerre sale pour le bien des peuples de la région. Ils le faisaient pour Israël. C'est pourquoi, après le 11 septembre, ils ont décidé de mener cette guerre. Toutes ces guerres, comme nous le savons, ont été menées dans l'intérêt du régime israélien. Netanyahou les poussait à les faire, comme de nombreux intellectuels, experts et autres l'ont récemment souligné. Un élément qui m'a frappé concernant le cessez-le-feu, c'est qu'il n'y avait aucune clause sur le bombardement de navires israéliens, de navires à destination d'Israël, ou même sur le bombardement d'Israël, n'est-ce pas? Et étant donné tout ce que l'on sait sur l'influence du lobby israélien aux États-Unis, c'est tout de même frappant que les États-Unis aient pu les contourner et simplement se retirer du Yémen, probablement parce que cela leur coûtait trop cher. C'était sans aucun doute la guerre la plus coûteuse de Donald Trump, dont il s'est retiré, et je pense qu'il a eu raison. Mais l'important, c'est qu'il n'y a pas de cessez-le-feu entre Israël et le Yémen, ce qui signifie que la position yéménite reste inchangée. Et nous assistons à ces escalades. Des missiles tombent sur l'aéroport Ben Gurion, et des missiles israéliens sont tirés en retour sur la capitale Sanaa, son aéroport, mais aussi sur des usines dans la ville portuaire de Hodeïda, etc. Je ne sais pas, qu'est-ce que ça t'inspire? Eh bien, tout d'abord, je pense que ce qui est évident, c'est que l'Occident a été complètement démasqué, non seulement à Gaza, mais aussi à travers les frappes génocidaires au Liban. Rappelez-vous qu'au Liban, lorsque les Israéliens ont lancé leur attaque, ils ont échoué face au Hezbollah parce qu'ils n'ont pas pu prendre le contrôle des villes et des villages, et ils allaient poursuivre. Mais ils ont tout de même échoué. Et après ce qu'ils ont fait en Syrie, ils ont continué à bombarder et à détruire la Syrie, ainsi que toutes les infrastructures du pays. Donc, lorsque les terroristes soutenus par l'Occident et leurs alliés régionaux affirmaient que tout irait bien en Syrie, après la chute du président Assad,
nous avons vu l'inverse se produire. Les Israéliens sont venus tout détruire, même si Jolani s'est littéralement mis à genoux pour essayer de trouver un terrain d'entente avec les Israéliens. Et il ressemble de plus en plus à un roi Hussein de Jordanie, plutôt qu'à un homme de... Enfin, il n'a jamais été un homme de la résistance, mais il a toujours été un agent de la CIA. Et malgré le soutien de la Turquie, Israël reste implacable, même si l'Arabie saoudite soutient également la Turquie. Bien sûr, parce que Erdogan fait partie du camp de l'OTAN. Il n'est un leader fort que lorsqu'il intimide les gens dans la région ou autour de lui. Sinon, souvenez-vous, lorsque Trump a menacé de sanctionner la Turquie, ou l'a sanctionné très brièvement à cause de ce pasteur américain, il s'est immédiatement soumis. Il s'est immédiatement plié aux États-Unis. Donc, la relation parallèle entre Erdogan et Washington est claire. Mais en tout cas, ce qui s'est passé en Syrie a donné raison au Hezbollah. Cela a montré que le Hezbollah doit disposer de capacités militaires pour résister au régime israélien. Sinon, si le Hezbollah est désarmé, le sort du Liban sera le même que celui de la Syrie. Nous avons vu il y a seulement quelques jours, lors des élections locales au Liban, que le Hezbollah a remporté tous les sièges pour lesquels il s'est présenté. Absolument tous. Cela montre donc le statut du Hezbollah après la guerre, contrairement aux récits médiatiques de l'Occident ou de ces dictatures arabes liées à l'Occident. À mon sens, les événements en Syrie ont donné raison au Hezbollah. Non seulement ils justifient que le Hezbollah conserve ses armes, mais le Hezbollah va en sortir renforcé. Et cela discrédite également tous ceux qui ont soutenu le changement de régime. Ils rendaient tout service au régime israélien et s'appellent la cause palestinienne, consciemment ou non. Certains, j'en suis sûr, beaucoup, j'en suis sûr, sans le vouloir. Mais beaucoup ont pris conscience de cela, et cela renforce la résistance. La résistance aujourd'hui, vous voyez que ces divisions sectaires, religieuses et raciales que l'Occident et leurs relais locaux utilisaient sont bien moindres. Et Ansarullah joue un rôle énorme à cet égard. Ansarullah, le Hezbollah, toutes ces entités se battent pour des personnes en Palestine qui sont sunnites. Cela a détruit ce récit de division et de domination. Ce récit promu pour diviser et dominer la région. Ce récit a été détruit. Ainsi, lorsque le régime israélien bombarde Ansarullah, ou lorsqu'il ne bombarde pas Ansarullah, il ne vise que des cibles civiles. Ce sont exclusivement des cibles civiles que les Israéliens ont bombardées. Les Américains ont principalement bombardé des cibles civiles, et les cibles militaires qu'ils visaient, ils n'ont pas réussi à les détruire, car elles étaient toutes profondément enfouies sous terre. Alors, ils sont allés bombarder des immeubles résidentiels, des stations-service, des ports, des usines. Mais en agissant ainsi, ils se discréditent encore davantage. Ils se dévoilent à la communauté internationale comme étant barbares et arriérés, que ce soit le régime israélien ou les Américains. Il en a été de même au Liban. Lorsqu'ils ont bombardé le Liban, lorsqu'ils ont massacré des femmes et des enfants, les journalistes occidentaux à Beyrouth, même si leurs fixeurs étaient libanais, leurs chauffeurs étaient libanais, leurs producteurs étaient libanais, disaient constamment « ce sont des bastions du Hezbollah ». Ils savaient que c'étaient les maisons de gens ordinaires, mais ils étaient des apologistes de ce régime génocidaire parce qu'ils ne sont que des pions. Et les médias occidentaux sont essentiellement un outil des puissances occidentales. Tout s'est fait dans un monde en mutation où les médias occidentaux ne dominent plus, où les puissances occidentales n'ont plus un pouvoir écrasant, provoque des changements rapides. Ils provoquent des changements rapides dans l'opinion publique. Ils provoquent des changements rapides sur le champ de bataille. Et ils contribuent à changer la manière dont la politique se fait et fonctionne dans cette région. Ainsi, les États-Unis font tout de travers.
is doing everything wrong. They are their own worst enemy. They are acting as a catalyst to Ils sont leurs propres pires ennemis. Ils agissent comme un catalyseur pour se saper eux-mêmes, tout comme la guerre en Ukraine, tout comme les guerres sans fin, tout comme la guerre tarifaire. Tout cela, surtout parce que cela se produit simultanément, et les attaques barbares contre le Yémen, Gaza, le Liban, la Syrie, tout cela les affaiblit. Ils pensent marquer des points, mais ils font exactement le contraire. Ils donnent à leurs ennemis, l'Occident, l'apparence de la civilisation. Ils donnent à leurs ennemis l'air raisonnable. Ils donnent à leurs ennemis l'air sain d'esprit en commettant ces atrocités et en les justifiant à travers les médias occidentaux et les déclarations des gouvernements des capitales occidentales. Statements made by governments in Western capitals. I want to end by quickly asking you one last question. Je voudrais terminer en vous posant rapidement une dernière question sur les médias occidentaux, en lien avec ma question sur Gaza. Car alors que nous nous concentrons sur tous ces développements, et il se passe beaucoup de choses en Inde et au Pakistan, sujets sur lesquels nous aurons 2 autres émissions juste après celle-ci, l'une avec le professeur Taimur Rahman du Pakistan et l'autre avec Vijay Prashad. J'ai le sentiment que la question de Gaza, en particulier aux États-Unis, a été largement reléguée au second plan. Ce que nous avons constaté, c'est que l'opposition au génocide israélien aux États-Unis est venue principalement de la jeunesse universitaire, qui a été scandalisée par cette situation. Il existe de nombreuses enquêtes, mais l'une de la Brookings Institution indique qu'une écrasante majorité de personnes dans les universités considèrent désormais cela comme révoltant. Mais il me semble que le fait que Netanyahou ait pu tuer 50 personnes par jour depuis la rupture du cessez-le-feu est en grande partie dû au fait que les médias occidentaux ont complètement relégué ce qui se passe à Gaza hors de la vue du public. Une partie de cela, à mon avis, s'explique par le fait que les États-Unis sont submergés par leurs problèmes intérieurs. Attaques contre les universités, immigration, cabinet d'avocats, impact sur le commerce et les tarifs douaniers, marché financier, hausse des rendements obligataires, guerre, négociations sur l'Ukraine. La liste est longue. Il y en a tellement. Je crains, alors que l'on parle d'un regain de consensus mondial contre le génocide, aux États-Unis, il y ait un recul, que ce soit par peur et que les gens aient cessé d'en parler, ou que ce soit une politique délibérée. Nous n'avons pas vu les médias occidentaux maintenir la pression sur leurs élites dirigeantes. J'ai des contacts directs avec de nombreux journalistes occidentaux et dans leurs conversations privées avec moi, sur mon téléphone portable, par écrit, ils admettent que les médias occidentaux, eh bien, ils font très attention à leur formulation, mais ils reconnaissent qu'ils n'en font pas assez. Je leur dis qu'ils ne font rien, et je pense qu'ils le savent. C'est systémique. Rappelez-vous, 93% des médias américains sont contrôlés par 3 entreprises. Toutes ces entreprises sont liées à l'État. Le véritable pouvoir appartient aux entreprises, pas à l'État. Cela me rappelle les premiers chapitres de Hermann et Chomsky dans la fabrication du consentement. Oui, c'était oui dans notre jeunesse quand nous lisions ces livres. Aujourd'hui, si quelqu'un va lire ce livre, il verrait à quel point il est dépassé, car les choses sont tellement plus claires et évidentes aujourd'hui qu'à l'époque, surtout depuis que, pendant les années Clinton, ils ont supprimé toutes les lois qui permettaient à ces monopoles de se développer. Donc vous savez, ce livre a été écrit bien avant les années Clinton. Mais en tout cas, les conséquences des années Clinton, ce que je pense, c'est que l'Occident est en train de se discréditer lui-même. Comme je le disais plus tôt, l'Occident s'est discrédité à travers le monde. Il a révélé que le libéralisme est autoritaire, brutal, barbare, impitoyable et génocidaire. Mais ils se mettent aussi en danger chez eux,
en réprimant les manifestations étudiantes, en arrêtant des personnes en Europe et au Royaume-Uni, en arrêtant des journalistes qui protestent ou qui rendent compte d'un génocide ayant lieu dans une autre partie du monde. Ils ne parlent même pas d'un événement local, mais ils sont réduits au silence. Et les lois qui sont envisagées, ainsi que la manière dont le FBI et d'autres agences sont instrumentalisées contre leurs propres citoyens, tout cela ne fait qu'aggraver la situation pour le régime israélien. Cela empire aussi les choses pour les néoconservateurs et les sionistes, car les gens comprennent ce qui se passe. Donc, ce durcissement à l'intérieur même de l'Occident agit aussi comme un catalyseur. En d'autres termes, ils font tout de travers à l'étranger et tout de travers chez eux en même temps. Et je pense que c'est le signe d'un empire en déclin. Un empire en déclin devient de plus en plus désespéré et donc irrationnel. Quand quelqu'un est en train de se noyer, on dit qu'il ne faut jamais, si l'on veut sauver cette personne, l'aborder de face. Il faut passer par derrière et essayer de la sauver. Car cette personne, par désespoir, s'agrippera à vous et risque de vous noyer aussi. Maintenant, l'Empire occidental, nous devrions le laisser se noyer, mais je parle des gens ordinaires. L'Empire est désespéré et il ne fait que s'agripper et agir de manière désespérée, se faisant ainsi plus de mal que jamais auparavant. Et cela agit comme un catalyseur pour accélérer la chute de l'Empire. Mais il ne fait aucun doute qu'il censure Gaza. Il ne fait aucun doute que le massacre de dizaines de personnes chaque jour en moyenne à Gaza devrait être la principale actualité dans le monde entier, surtout lorsqu'il est commis au nom du racisme, lorsqu'ils sont qualifiés d'Amalek, selon les Israéliens. Lorsque les Israéliens ont montré qu'ils avaient l'intention de commettre un génocide, il est tout simplement incroyable que le racisme que nous voyons aujourd'hui soit aussi ouvert. Ce que les Britanniques ont fait en Inde, dans votre pays, est horrible. Mais d'une certaine manière, ceci est bien pire, car en Inde, le monde entier ne regardait pas. Peut-être que les chiffres étaient bien plus élevés. La famine, la subjugation, l'humiliation et les meurtres, les chiffres étaient bien plus élevés. Mais jamais auparavant, dans aucun conflit de l'histoire humaine, ni dans aucun acte de racisme ou de subjugation, cela n'avait été perpétré sous les yeux du monde entier. Et jamais nous n'avions vu l'Occident, les gouvernements occidentaux et les médias occidentaux justifier cette honte, la présenter comme une nécessité, et dépeindre ceux qui commettent ce génocide comme des gens civilisés. Nous n'avions jamais vu cela auparavant. Les habitants de l'Iran, sur la terre qu'on appelle aujourd'hui l'Iran, ne savaient pas ce qui se passait en Inde, ou dans le sous-continent, ou en Afrique, ou ailleurs. Nous vivions dans un autre monde. Mais aujourd'hui, nous nous réveillons et voyons ces scènes chaque jour. Des enfants décapités, des corps déchiquetés, des femmes mortes, dont les enfants à naître gisent à côté d'elles. Chaque jour, c'est ce genre de choses que nous voyons. Les médias occidentaux le cachent effectivement, parce que l'Occident n'est pas libre, parce que l'Occident n'est pas démocratique, parce que les régimes occidentaux sont racistes, hiérarchiques et eurocentriques. Et cela est impardonnable. Je pensais que votre dernière question porterait sur l'Inde et le Pakistan, donc je voudrais juste faire une petite remarque. Absolument. Oui. Je pense que cette guerre, désolé, je n'ai pas vraiment approfondi ce sujet puisque je prépare déjà 2 émissions, mais il est très important d'entendre un point de vue iranien sur ce qui se passe dans le sous-continent. Je n'ai aucun doute qu'il y a une main cachée ici. Et je crois que l'attaque contre les touristes, cette attaque terroriste contre les touristes, était une opération sous fausse bannière. Le ministre de la Défense du Pakistan a donné une interview très intéressante sur Sky News, comme vous l'avez sûrement vu. Lorsque Sky News accusait le Pakistan, il a dit « Nous avons fait votre sale boulot ».
c'est-à-dire le sale boulot de l'Occident pendant 3 décennies, ce qui, à mon avis, était à la fois très révélateur et assez courageux à dire. Le chaos que nous voyons avec tous ces groupes terroristes qui nuisent aujourd'hui au Pakistan, à l'Afghanistan, à l'Inde et à l'Iran, tout cela est la faute de l'Occident. Ce sont eux qui ont créé ces organisations terroristes. Ce sont eux qui ont créé ce chaos. Et dans les années 1980, ils ont utilisé le Pakistan. Et le Pakistan a été, comme l'a dit le ministre de la Défense, forcé de faire essentiellement leur sale boulot, ou a fait leur sale boulot à l'époque. J'ai trouvé que c'était une déclaration courageuse, et j'ai aussi pensé que c'était un message adressé aux Indiens pour dire que non, nous n'avons rien à voir avec cela. Et d'ailleurs, ce que font la Turquie, Erdogan et le Qatar, et ce que font ces régimes, ce que fait le régime qatari, ce que fait Erdogan, est presque identique à ce que faisait le Pakistan dans les années 1980. Et chaque fois que le régime au Qatar ne sera plus là, le régime actuel, ou qu'Erdogan ne sera plus là, je pense qu'un jour, quelqu'un à Ankara dira quelque chose de très similaire à propos du passé. Ces groupes terroristes n'ont apporté que misère à tous, mais ce sont des outils de l'Occident. D'après leurs propres aveux, nous voyons Jolani à Paris et il sera bientôt à Londres. Ce sont des organisations occidentales. Donc je crois que la guerre en cours, ou le conflit entre le Pakistan et l'Inde, trouve sa cause première en Occident. Je ne crois pas que le Pakistan ait quoi que ce soit à voir avec cette attaque terroriste. Et je pense que ceux qui en tirent profit, les seuls bénéficiaires de cette guerre, ne résident ni en Inde, ni au Pakistan. Bien sûr, il y a peut-être des gens qui veulent vendre des armes, mais à part cela, les bénéficiaires se trouvent à l'extérieur. Et je pense que le principal bénéficiaire serait le régime israélien. Ils veulent la guerre dans toute cette région. Ils ne se soucient pas des hindous. Ils ne se soucient pas des musulmans. Ils ne se soucient pas des chrétiens. Ils les considèrent tous comme Amalek. Et c'est pourquoi tant de jeunes juifs en Occident et à travers le monde luttent contre le régime israélien et sont à l'avant-garde de la résistance contre ce régime. Et ils sont réprimés par les universités et les gouvernements occidentaux parce qu'ils soulignent que le régime israélien ne respecte pas non plus le judaïsme, car le sionisme commet tous ses crimes au nom du judaïsme. Et de nombreux juifs disent « non, pas en mon nom ». Mais de toute façon, le régime israélien, le seul, vous savez, si vous regardez, les gouvernements du monde entier, surtout dans notre région, disent qu'il faut un cessez-le-feu et la paix. Mais le régime israélien se montre provocateur. Il veut la guerre. On le voit à travers l'ambassadeur du régime en Inde. Il veut la guerre. Mais que se passe-t-il si la guerre devient vraiment sérieuse? Les deux camps perdront. Nous le savons tous. Nous savons qu'il n'y a pas de victoire dans une guerre lorsque les deux parties possèdent l'arme nucléaire. Alors pourquoi cet ambassadeur pousse-t-il au conflit? Pourquoi le régime pousse-t-il au conflit? Il ne se soucie pas des Indiens ou des Pakistanais morts. Il se soucie du régime suprémaciste sioniste et des intérêts des racistes qui gouvernent la Palestine et oppriment les Palestiniens. Eh bien, nous avons effectivement un cessez-le-feu entre l'Inde et le Pakistan à l'heure actuelle, déclaré par les gouvernements indiens et pakistanais. Nous nous attendons donc à une désescalade à partir de là. Je veux dire, il restera des problèmes mineurs, mais une guerre à grande échelle devrait, espérons-le, être évitée. Je suis vraiment content que je pense que vous avez mis le doigt sur le bon point concernant l'aveu du ministre pakistanais des Affaires étrangères à propos de la participation à ce projet radical qui a commencé en 1969, lorsque le projet mené par l'Arabie saoudite et les États-Unis de financer des djihadistes pour renverser le gouvernement communiste en Afghanistan a débuté, provoquant une invasion soviétique.
provoke a Soviet invasion. Of course. Most people did not know. La plupart des gens ne savaient pas que l'objectif était de provoquer. Ce n'était pas le résultat de l'invasion soviétique. Il s'agissait de provoquer une invasion soviétique. Brzezinski a présenté ce plan à Carter. Les gens peuvent le trouver en ligne. L'intention était de financer ces groupes pour que l'Union soviétique envahisse. Ils voulaient sacrifier l'Afghanistan. C'était après le Vietnam. C'était après le Vietnam. Pour que l'Union soviétique ait son propre Vietnam. Ensuite, les Saoudiens, les Américains et d'autres ont financé ces groupes terroristes au Pakistan. Ils ont transformé un Pakistan et un Afghanistan qui avaient une culture du soufisme et de la tolérance, mais qui sont devenus salafistes, wahhabites, intolérants et takfiri. Et ces groupes terroristes ont commencé à tuer des gens à l'intérieur du Pakistan. Cela s'est propagé dans toute la région, y compris lors du coup d'État au Pakistan, où le gouvernement fanatique du général Zia-ul-Haq est arrivé au pouvoir et a remplacé sans doute l'expérience démocratique de gauche la plus enthousiasmante du Pakistan, sous Zulfikar Ali Bhutto. Cela a lancé des décennies d'une expérience radicale qui a déstabilisé la région. Ainsi, les Indiens et les Pakistanais ordinaires devraient reconnaître où se situe réellement le problème. Et si l'Inde et le Pakistan entretenaient de bonnes relations, imaginez à quel point cela profiterait à l'essor de l'Asie. Et qui ne profite pas de l'essor de l'Asie? Absolument. Qui profite de la montée de l'Asie? Professeur Marandi, c'était vraiment une conversation formidable, je dois le dire. C'était un échange au format long qui a un peu compensé le fait que vous n'étiez pas venu dans notre émission depuis un moment. Mais merci beaucoup. C'était vraiment très éclairant et instructif. Merci beaucoup. C'est toujours un plaisir et j'espère vous revoir bientôt. Merci. Bonjour, je m'appelle Ayushman. Avec Jyotishman, nous avons lancé cette plateforme. Depuis 2 ans, nous essayons de créer du contenu pour les forces de gauche et progressistes. Jusqu'à présent, nous avons interviewé des économistes, des historiens, des commentateurs politiques et des militants. Si vous avez apprécié notre contenu jusqu'à présent et souhaitez que nous construisions une archive pour la gauche, j'ai 2 demandes à vous faire. Merci d'envisager de faire un don à cette cause. Le lien se trouve dans la description ci-dessous. Si vous ne pouvez pas le faire, ne soyez pas triste. Vous pouvez toujours aimer nos vidéos et les partager avec vos camarades. Enfin, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement. Forget to hit the subscribe button.